Semaine de l'eau, du 26 au 31 janvier, sur France 5. L'eau est-elle devenue un produit de luxe? Bonjour à tous, il flambe le prix du mètre cube, vous en savez quelque chose quand vous recevez votre facture. Et pourtant, cette eau n'est pas toujours très bonne. Elle est même, dans certaines régions, parfois à la limite du consommable. Alors que se passe-t-il derrière notre robinet? Beaucoup dénoncent cette baisse de qualité et pourtant, on nous dit que les normes de distribution sont de plus en plus sévères. C'est même ce qui, paraît-il, coûterait de plus en plus cher. À l'occasion de la Semaine de l'eau sur France 5, nous avons enquêté auprès du maire d'un village de Lyon, auprès des responsables de l'eau de Paris ou encore auprès des fournisseurs d'eau minérale. Vous allez voir, c'est passionnant. Suivez le guide, c'est signé Bernard Casse-de-Patte. En France, l'eau coule en abondance et c'est une chance. Cette richesse naturelle, de plus en plus précieuse et convoitée, est exploitée par des entreprises et des gestionnaires qui ont su en dégager d'énormes profits. Deux secteurs de marché se sont développés en parallèle. D'un côté, l'eau du robinet et de l'autre, les eaux en bouteille, c'est-à-dire les eaux minérales et les eaux de source. Alors que le prix moyen de l'eau du robinet est de 0,003 € le litre, celui des eaux de source est en moyenne 40 fois plus cher et celui des eaux minérales peut aller jusqu'à 300 fois le prix. Les Français sont les premiers exportateurs mondiaux d'eau minérale en bouteille. Un marché colossal d'1,7 milliard d'euros qui représente près de 3% du secteur agroalimentaire. Nous sommes pratiquement le seul pays au monde à confier notre eau du robinet à des entreprises privées qui trustent 70% du marché. Nous avons enquêté au pays de l'or bleu, un marché aujourd'hui sous pression. Et nous verrons au cours de notre enquête ce que nous payons lorsque nous achetons une bouteille d'eau. Tout industriel qui ne prend pas soin des produits qu'il met sur le marché sera un jour appelé à disparaître. Nous verrons aussi quels sont les moyens mis en œuvre pour préserver les ressources. Ceux qui signent avec Nestlé sont bien, mais une fois que Nestlé aura la terre, nos gamins, qu'est-ce qu'ils feront? Ça sera un territoire suisse ici. Et nous allons découvrir les méthodes des entreprises privées qui se partagent la gestion de l'eau en France. La force de ces multinationales que sont Veolia, Suez et la SOR était tellement importante que même dans les partis politiques de gauche et de droite, les amis étaient nombreux. Et nous allons enfin comprendre les raisons de l'augmentation des factures. Il s'agit de réaliser un chiffre d'affaires, atteindre des objectifs qui ne sont pas fixés par un conseil d'exploitation, un conseil d'administration de régie. Les prix de l'eau des communes gérées par des entreprises privées étaient, au début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, supérieurs en moyenne de 20 à 45%. C'est à la Ferté-Bochard, tout près d'Alençon, que nous nous sommes rapprochés d'un personnage incontournable du métier de minéralier. Il est l'un des derniers témoins de la progression industrielle de l'eau en bouteille pendant tout le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Pierre Papillot, PDG de la société Cristalline, raconte. Vous avez devant vous vraisemblablement le seul au monde qui connaisse tout de la profession. D'abord, qui croyez-vous qui soit le plus grand vendeur de flotte? Vous allez me dire Nestlé. C'est faux. Nestlé, il n'a rien créé. Mais rien. Nestlé, il a acheté Perrier. Le mec qui a créé la flotte, après, le grand, c'est Perrier. Et celui qui, avant Perrier, a créé l'eau, c'est Vittel. C'est Vittel qui a créé l'eau, en plastique. Parce que ça a été la grande révolution, ça. Et voilà-t-il pas que l'eau qui cherchait un partenaire pour pouvoir se vendre, on lui fait un cadeau, mais alors extraordinaire. C'est la grande surface. Et la grande surface, elle, qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait des produits à vendre. Vous avez d'un côté des gens qui cherchaient des produits à vendre et qui ne les avaient pas, et l'autre des gens qui avaient le produit qui cherchaient des surfaces et qui ne l'avaient pas. Rendez-vous compte. Chauffe.
Et c'est ça qui a fait démarrer la vente d'eau. Les eaux de source et les eaux minérales naturelles sont issues de nappes souterraines profondes. Il est strictement interdit de les traiter ou de les mélanger. Mais alors, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est exclusivement leur composition chimique. Les eaux minérales autrefois vendues en pharmacie sont reconnues par l'Académie nationale de médecine comme étant bénéfiques pour la santé. La réglementation impose que leur composition soit stable en minéraux et en oligo-éléments. D'une bouteille à l'autre, on retrouve exactement la même composition. En revanche, les eaux dites eau de source n'ont pas l'obligation d'avoir une composition chimique stable. Elles répondent aux mêmes critères de qualité et de potabilité que l'eau du robinet. Alors, pourquoi les eaux minérales sont-elles si chères? Pour avoir la réponse, nous nous sommes rapprochés des grands groupes industriels qui se partagent le marché. Nestlé Waters, groupe suisse, avec Vittel, Contrex, Épar, Perrier et Quézac. Danone, groupe français, avec Evian, Volvic, Badois, Salvetta. Le groupe Alma, franco-japonais, avec Vichy, Rosana, Tonon, Saint-Amand et surtout Cristalline, qui représente 22 sources. Ces trois majors se partagent 80% du marché français, le reste est réparti entre des PME et un groupe indépendant, la Société des eaux minérales d'Augeux, qui détient 5% du marché. Nous avons voulu nous rapprocher du groupe Danone pour commencer notre enquête. Ils nous ont refusé l'accès. En revanche, Nestlé Waters a bien voulu nous répondre et nous avons pu découvrir les méthodes de travail et les coulisses de l'entreprise Vittel. Pas si simple. Pour répondre à nos questions, nous avons demandé à rencontrer un directeur du marketing. Mais au lieu de refuser, Nestlé a habilement détourné notre demande en nous présentant Fabio Brusa, directeur des affaires extérieures du groupe. L'ambition du groupe Nestlé, c'est celui de devenir l'entreprise de référence dans tout ce qui est nutrition, santé et bien-être. L'eau en bouteille donc répond pleinement à cette mission puisque l'eau, c'est la meilleure façon de s'hydrater. C'est comme ça qu'au début des années, on va dire 70, et après au début des années 90, Nestlé en France a acheté des entreprises qui exploitaient des ressources en eau minérale. Dans les années 60, une première acquisition des participations dans certaines sociétés, comme c'était le cas pour Vittel. Et par la suite, ces acquisitions partielles se sont transformées en acquisitions complètes. Donc aujourd'hui, Nestlé, avec sa division Nestlé Waters, est présent en France dans le secteur des eaux en bouteille. Au moment du rachat, Nestlé Waters a d'abord posé son empreinte sur les usines de la célèbre marque d'eau minérale. Stéphane Cachet, responsable syndical, se souvient des premiers pas du changement. En 2005, ils ont fait tomber la symbolique Vittel qui était en lieu et place du logo qui est maintenant Nestlé Waters Vosges. Donc ils ont dit maintenant l'usine s'appelle Nestlé Waters Vosges, donc il est hors de question d'avoir la marque Vittel sur l'usine. Et à Contrexéville, pareil, la symbolique Contrex est tombée pour Nestlé Waters Vosges. C'est un début du processus d'inculquer, je pense, la culture Nestlé aux salariés. Le deuxième discours qui est, on va dire, l'avantage d'appartenir à un groupe. Donc, grâce à Nestlé, on sera toujours présent, surtout pour la marque Vittel, qui est une marque d'export, c'est-à-dire en Allemagne, au Japon, dans divers pays du monde, où le support de Nestlé peut aider à maintenir cette, on va dire, pénétration du marché. Mais imposer sa marque n'a été que le début de nombreux changements. D'abord, à cause de la crise et surtout à cause de la concurrence, il a fallu diminuer les coûts et réduire la masse salariale. Il y a eu dans le plan de réorganisation que nous avons mis en place à la fois des investissements sur l'outil industriel, mais aussi une proposition de départ volontaire pour certains collaborateurs qui ont permis à ceux qui le souhaitaient d'adhérer à un plan en congé de mobilité avec des conditions favorables. Il y a donc eu 112 départs volontaires. Mais autre problème que la firme a dû résoudre. Il y a 25 ans, des nitrates issus de l'agriculture intensive risquaient de polluer la précieuse source. Nous sommes alors au bord de la catastrophe. Sécuriser un périmètre de protection devient une priorité absolue pour l'entreprise Nestlé Waters. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on investit en termes de protection de la ressource n'a pas de prix pour nous, puisque c'est la condition sine qua non pour que cette qualité de la ressource d'eau minérale soit préservée dans le temps. En 1992, c'est Agriver, une filiale de la grande firme, qui va relever le défi.
Christophe Klotz, nommé directeur depuis 1 an et demi, expose la méthode de protection mise en place à l'époque. Vous avez ici effectivement une photo aérienne de l'ensemble du périmètre de protection. Visuellement, on voit très bien que c'est une zone où l'agriculture domine puisqu'elle occupe les 2/3 de la surface, ce qui explique pourquoi les agriculteurs, le monde agricole est une des parties prenantes les plus importantes pour nous. Et ensuite, vous avez la forêt qui correspond à peu près à 25%. Et puis après, le reste, ce sont les zones urbaines qui sont essentiellement, avec les routes, protégées. J'en veux pour preuve 0 pesticides dans les communes. Et il n'y a pas 1 gramme de pesticides utilisés sur les voies ferrées. Ce programme concerne en priorité les terres agricoles qui représentent 70% du territoire à protéger. Nestlé Waters va alors négocier directement avec les agriculteurs. Pour atteindre leur objectif, ils proposent de racheter les terres 2 fois plus cher que le prix du marché. Tout à fait au démarrage de notre aventure, nous avons proposé à des agriculteurs finalement de rentrer dans notre schéma. Un certain nombre n'ont pas souhaité, ont préféré partir peut-être du territoire. Certains ont arrêté également leur exploitation. Ce qui nous a amené à acheter des terres pour les mettre gratuitement à la disposition des agriculteurs qui, eux, ont souhaité rentrer dans un schéma qu'on leur a proposé, en échange du respect d'un cahier des charges respectueux. La Convention propose un contrat de 18 ou 30 ans, imposant une agriculture moins agressive avec 0 pesticides. Quelques kilomètres plus loin, Christophe nous présente un des premiers agriculteurs qui a signé la charte Nestlé Waters. Il y a 20 ans, Jean-Claude s'est engagé dans l'aventure. C'est un bail. Oui. Ah, Jean-Claude. Monsieur Gilles, ça va? Vous avez attendu un petit peu? Sur de compostage? C'est l'heure. Aujourd'hui, AgriVert remplit sa mission en travaillant gratuitement le compostage de Jean-Claude. C'est un fumier qui va libérer son azote beaucoup plus doucement dans le temps et donc les plantes pourront beaucoup plus en profiter. C'est un des services qu'on apporte en échange du respect du cahier des charges des agriculteurs, parce qu'in fine, c'est quand même l'eau de Vittel derrière qui est importante et qui compte, quoi. Il faut absolument qu'on protège. Donc on avait la solution de partir, vendre les terrains et voilà, quoi, faire comme certains ont fait à l'époque. Ils achetaient ça à 40 000 francs, je crois. Oui. Oui. 20 000 au propriétaire, 20 000 à l'exploitant. Donc c'est sûr que ça tentait, quoi. Mais nous, on a préféré rester. On a récupéré des terrains en signant la convention. Bah, celui qui veut rester, il faut presque qu'il signe, quoi. Sinon, il ne peut pas s'agrandir, surtout pour un jeune. À la longue, c'est sûr qu'ils arriveront à avoir tout le monde, puisque les gens ne peuvent pas s'agrandir, quoi, sur le territoire. Pourtant, 2 agriculteurs sur 37 n'ont toujours pas signé la convention. C'est le cas de Didier Touvenin qui a racheté les tables de son voisin sans pouvoir obtenir la parcelle de terrain qui allait logiquement avec. La SAFER, l'organisme responsable du traitement foncier des terres agricoles, avait préféré traiter les ventes avec l'industrie Nestlé Waters, estimant que leur projet développait et dynamisait la vitalité du territoire. Depuis, Didier maintient un sérieux bras de fer contre l'industriel dans l'espoir de faire valoir ses points de vue. Alors, normalement, la SAFER est là pour gérer le foncier pour les agriculteurs. Donc aujourd'hui, dans le cas qui nous préoccupe, la SAFER a été le marchand de biens, même si ce n'est pas son rôle, d'un industriel minéralier. Donc ils se sont déplacés, ils sont venus voir tous les propriétaires fonciers en leur demandant de vendre d'abord et de signer ensuite. Il fallait que Nestlé achète du foncier. Et en leur disant, ben, si vous ne voulez pas, Nestlé, de toute manière, mettra des sommes colossales sur les hectares de terre et vous ne pourrez pas. Ils ont créé la peur chez les gens. Les premiers ont vendu, certains sont partis, ils voulaient c'était quand même assez problématique. Je veux dire, on peut en parler aujourd'hui après 20 ans, mais il y a des gens qui, psychologiquement,
ont été extrêmement impactés. C'était quand même de la pression. C'était dire, eh ben, on va acheter le bout de terrain à côté de votre hangar, on le donnera à l'autre, vous ne lâcherez plus vos vaches, comme ce qu'ils ont fait là. Hein. Je suis pas le seul, loin de là. Hein. Ou vous vous soumettrez, ou alors ça prendra le temps qu'il fondra, mais on vous fera caler. Et ce n'est pas le seul problème qui énerve Didier. Il profite de notre présence pour dénoncer les comportements qu'il dit observer depuis longtemps au royaume de Nestlé Waters. On est sur l'impluvium de Nestlé Waters. Donc c'est les pommiers qu'ils ont fait. On n'est plus en France là. Il y a 150 hectares de pommiers qui ont été plantés en 2 rafales. Donc il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 10 ans. Ils n'ont pas plus donné l'un que l'autre. Il y a des petits bouts qui donnent des pommes. Donc le but, il est de stériliser ces terrains pour que les locaux ne puissent pas exploiter. Des gens comme nous qui avons besoin de foncier pour faire du foin, pour de la culture. Les engagements qu'ils avaient pris lors de la création de ces pommiers-là, faire des petits pots bio et tout ça est tombé à l'eau, bien sûr, hein, comme d'habitude avec Nestlé. Hein. Et les reproches s'accumulent. Didier tient à nous montrer un secret vieux de plus de 20 ans. Ici, tous les agriculteurs sont au courant d'un scandale que, d'après eux, Nestlé Waters tente de faire oublier. Faut que vous puissiez voir les déchets de plastique de première génération de notre industriel minéralier pollueur Nestlé, qui nous prône l'écologie. C'était les premiers essais qu'on démarrait en 68, qu'ils ont tout simplement béné pendant, déjà sur une bonne quinzaine d'années, quoi. Vous en avez sur des surfaces énormes. C'est les débuts du plastique où Nestlé est rentré à Vittel. Bon, je le redis, hein, ils n'étaient pas majoritaires, même si c'était eux qui menaient la danse au conseil d'administration. D'ailleurs, on peut voir aujourd'hui, c'est eux qui ont les 2 sites, hein, personne n'est dupe. Hein. Nestlé n'a pas à se soumettre à la loi française et encore moins à la loi agricole française. C'est un État dans l'État. Je pense que vous n'avez pas eu facile de trouver des gens qui veulent bien être filmés pour vous parler. Ceux qui signent avec Nestlé sont bien, mais une fois que Nestlé aura la terre, nos gamins, qu'est-ce qu'ils feront? Ça sera un territoire suisse ici. On n'aura plus aucun pouvoir. Nos gamins ne s'installeront jamais dans notre région vosgienne sur Vittel-Contrex. Donc à cette heure-ci, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre nos gamins nous dire toi t'as bien vécu, en tendant la main de Nestlé, mais aujourd'hui on est mort, quoi. Le grand-père était paysan, mais nous aujourd'hui on n'a plus qu'à se barrer ailleurs parce que tu nous as vendus. On a un peu plus de fierté que ça. Quand le conseil d'administration a statué, j'ai dit que je ne pouvais conventionner avec des gens qui ont des décharges. J'ai demandé que les surfaces, les plus de 150 hectares de pommiers, soient gérées par des gens responsables et que, grosso modo, les engagements qu'ils avaient pris sur les salariés soient respectés. Aujourd'hui, ils ont viré plus de 2 tiers du personnel et ça ne gêne personne. Nestlé, pour nous, c'est un beau parleur, quoi. C'est une prostituée qui s'habille en bonne sœur et qui fait la morale de la braguette à des gens qui n'en ont pas besoin et qui continue à faire des passes de temps en temps à droite à gauche. Alors, que répond le représentant du groupe à ce problème de décharge sauvage? S'il y a des situations de ce type-là, il faut déjà identifier quelles sont les responsabilités. Donc je pense que ça, c'est une première étape. Et voir avec des experts, c'est quelles sont les mesures possibles à mettre en place. Nestlé réfute l'accusation de stérilisation des terres. Et s'il reconnaît que le projet de production de pommes bio a été abandonné, il affirme que 2 producteurs devraient reprendre en 2014 l'exploitation des vergers. Par ailleurs, il certifie n'avoir jamais procédé à des licenciements collectifs. En 2009, par exemple, signé une convention de redynamisation avec les services de l'État qui a permis d'injecter sur le territoire à peu près 3,6 millions d'euros financés entièrement par Nestlé Waters et qui ont permis la création déjà de 287 emplois. Mais depuis une vingtaine d'années, le marché de l'eau a changé. Le groupe est soumis à une pression économique de plus en plus forte, en particulier avec l'arrivée de nouveaux acteurs.
la guerre de l'eau. Hein. Maintenant, c'est plus non plus l'époque d'il y a 20 ans où il y avait 5-6 grandes marques nationales au niveau de l'eau. Il y a 15 ans, avec l'arrivée de Cristalline, ça a quand même pas mal bouleversé le marché de l'eau en bouteille. Donc derrière, la guerre des prix qui va avec, la concurrence de l'eau du robinet, des carafes filtrantes. Et il ne faut pas se voiler la face, ça a quand même chamboulé, on va dire, voilà, le marché de l'eau embouteillée. Et intrinsèquement, c'est des grandes marques comme Vittel, Contrexéville ou Volvic ou Evian qui en ont subi les conséquences. Cristalline. Derrière cette marque se cache une vingtaine d'eaux de source réparties à travers l'ensemble du territoire. Cette stratégie de développement en toile d'araignée permet de réduire les coûts de la production et du transport. Les bouteilles parcourent seulement 150 km, quand les autres en font 4 fois plus pour atterrir sur la table du consommateur. Pour alléger le coût du transport, la bouteille a fait aussi sa révolution. C'est Vittel qui a apporté la bouteille PVC. C'est celle-là qui est arrivée sur le marché. Et alors la deuxième grande révolution, alors celle-là c'est la plus colossale, enfin, non, il fallait l'autre. Ça a été le PET, un autre matériau. Le PET, le voilà. Tiens, regarde. Regardez-moi ça. Incassable. Voilà le secret de cette bouteille. Vous faites ça avec une bouteille de PVC, elle est explosée. Puis le goût aussi. Donc voilà la révolution. Et le PET, c'est passé comment pour les chaînes de fabrication? Puisqu'il fallait créer plusieurs machines, autant les créer à plusieurs endroits. C'est ça qui a fait qu'on s'est installé comme ça. Aujourd'hui, ça devient un acte d'intelligence. Pourquoi? Parce que le pétrole a augmenté et le transport. L'entrepreneur a également développé un secteur de recyclage de PET qui réduit considérablement le prix de la bouteille. Luc Bayens, le numéro 2 de l'entreprise, nous explique ses objectifs. Alors donc ici nous sommes au centre de collecte de bouteilles, donc des bouteilles qui viennent donc des centres de collecte de toute la métropole lilloise. Et donc ces bouteilles de couleurs différentes, vous avez des bouteilles de couleur verte, des bouteilles de couleur blanche transparente, vont être traitées, triées, lavées, pour ensuite, ce qui est le plus important, c'est faire du PET recyclé, parce qu'effectivement nous sommes les seuls en Europe, et peut-être dans le monde, à être totalement intégrés. Depuis la fabrication des bouteilles, des préformes des bouteilles, remplir, les vendre, les recollecter, nettoyer. On récupère par an l'équivalent de 15 000 tonnes de PET, ce qui correspond, un peu de choses près, à 600 millions de bouteilles, voyez-vous. Donc c'est un chiffre très significatif. Et on en fait, avec ces tonnes, l'équivalent de 13 000 tonnes de PET recyclées, qui sont ensuite transformées en préformes, puis en bouteilles, et puis le cycle redémarre. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez cherché à recycler? Parce que je m'appelle Pierre Papillot, puis c'est tout. On gagne pas un rond là-dedans. Seulement, moi je dis, les pollueurs doivent être les payeurs, puis c'est tout. Alors, il est incontestable que c'est nous qui mettons dans la mare, sur le sol, on met des éléments polluants. Eh bien, nous, on reprend ces éléments et on les recycle. Donc, on ne pollue plus. 13 000 tonnes de PET recyclées, c'est exactement la quantité de plastique qu'une usine d'embouteillage peut fabriquer, sachant qu'il faut réinjecter 40% de pétrole brut. Mon profit, net, mon profit net, est de l'ordre de 2 francs. Mais vous n'êtes pas capable de comprendre ce que ça veut dire. 2 anciens francs. Par bouteille? Oui, c'est-à-dire... litre et demi, on va dire. Oui, à peu près. Litre et demi, on s'en fout, c'est par bouteille, nous, on s'en fout. On confond tout, là. Parce que la marge que l'on a, par bouteille, on va dire, par litre et demi, 2 francs. 0,3 centimes d'euros. Parmi nos interlocuteurs, Pierre Papillot est le seul à nous avoir communiqué son bénéfice. Cristalline est le premier vendeur en volume, mais il reste le 3e derrière Nestlé et Danone en valeur financière sur les ventes. Une preuve que dans un marché sous pression, les minéraliers sont dépendants des grandes et moyennes surfaces, et donc des géants de la grande distribution. Il y a 20 ans, on avait 1000 clients. Il y a 10 ans, on avait 100 clients. Aujourd'hui, on a 10 clients. Voilà. Un client, c'est par exemple Carrefour, un client, c'est par exemple le groupe Auchan, un client, c'est par exemple Leclerc. Donc, ce qui fait que
Ces clients sont également très importants, par rapport à nous. Et le fait de perdre un client, sachant qu'on a 40 sources, 10 clients, on perd un client, ça veut dire si on perd un client, il faut qu'on arrête 4 sources. Donc c'est très stressant, c'est très stressant, c'est très prenant. Voilà. Et donc les négociations avec la grande distribution se passent comme elles doivent se passer. Chacun a besoin de l'autre et il faut qu'on trouve le meilleur accord pour que chacun puisse être satisfait et surtout que le consommateur soit satisfait. Parce que c'est ça notre priorité. Au cœur de cette bataille des ventes et du marché de la distribution, nous sommes allés du côté des Pyrénées rencontrer la Société des eaux minérales d'Augeux, la SEMO. Contrairement à Vittel, le minéralier bénéficie d'un lieu de captage naturellement protégé par les forêts. Sébastien Carpentier, directeur industriel de l'entreprise, nous en explique le fonctionnement. Nous sommes vraiment sur la partie supérieure de la zone boisée qui est en face de nous. Il s'agit d'affleurements qui permettent donc à l'eau de s'infiltrer et d'être ensuite puisée sur notre site de production. Aujourd'hui, avec 5% des ventes, la SEMO est le 4e groupe en France, derrière Nestlé, Danone et le groupe Alma. Ils sont les seuls à nous avoir ouvert les portes de leur usine et à nous montrer le process de fabrication des bouteilles. Car le premier travail d'un minéralier, c'est de fabriquer les bouteilles. Première étape, la préforme. À Augeux, ils en reçoivent entre 500 000 et 1 million par jour. Cet embryon de la future bouteille est fabriqué à base de pétrole, c'est le fameux PET. Elle va d'abord être chauffée avant de prendre sa forme définitive. On chauffe la préforme par zone de façon à être en mesure derrière de la souffler et de l'étirer tout en gardant les aspects de transparence de la matière. Donc là, vous voyez, au sortir du coup, la préforme est entre guillemets ramollie et donc peut-être déposée dans un moule. Moule qui existe en plusieurs exemplaires selon les types de bouteilles. On peut retrouver des bouteilles d'1 demi-litre, de 33 centilitres, des bouteilles d'1 litre. Tous les modèles sont possibles. Un moule comme ça, si on considère la conception, etc., on est au-delà de 3 000 €. Et pour faire une série de bouteilles, il faut au minimum 12 moules sur la chaîne d'embouteillage. Ce sont des machines effectivement de haut niveau qui, de par leur fiabilité, leur niveau d'automatisation et leur technicité, nous permettent effectivement d'une part d'être productifs et d'autre part d'optimiser véritablement le poids de nos emballages. Sur de l'eau de source, le poids de l'emballage est absolument primordial dans la mesure où c'est un élément majeur dans notre décomposition de prix de revient. L'eau minérale gazeuse est la marque historique d'Augeux. En 1995, l'extension de l'entreprise passe par l'ajout d'une eau de source, Pyrénéa. Puis en 2009, Augeux se lance sur le secteur de l'eau minérale plate avec la source du Roi. Une manière pour elle de se positionner sur les 3 segments de distribution. Vendre uniquement sous le nom de la marque originale peut limiter la croissance. Or, pour augmenter ses parts de marché, l'entreprise doit intensifier son volume de vente. L'entrepreneur a donc pris discrètement sa place sous le nom de certaines marques de distributeurs, comme les magasins U, Casino, Auchan ou Carrefour. C'est dans le bureau de Laurent Barillet, directeur commercial de la SEMO, que nous essayons de comprendre cette méthode. Nous fournissons de multiples enseignes du commerce français sur des segments de marché haute source de montagne ou aux minérales gazeuses. Les marques de distribution représentent de l'ordre de entre 55 et 60% de la volumétrie. En volume? C'est énorme. Oui, c'est important. C'est important, tout à fait, c'est une activité importante, bien sûr. La garantie du volume apporté par l'enseigne, on ne l'aurait pas eu dans un développement commercial autonome. C'est aussi par le volume que nous pouvons atteindre nos objectifs de productivité. Le volume est indispensable à la progression de l'entreprise. Et en vendant sous les marques des distributeurs, dites MDD, Augeux fait l'économie des frais publicitaires. Tout ce qui apparaît comme les charges justement de publicité, de communication, de soutien à une marque
n'apparaissent pas dans, je dirais, l'analyse d'un produit NDD, puisque la signature de l'enseigne, c'est la caution justement. Et l'enseigne, elle a toute sa communication institutionnelle qui lui permet de ne pas spécialement avoir une communication précise sur le produit, haute source de montagne de telle enseigne ou eau minérale gazeuse de telle autre. Donc à ce titre-là, ces charges-là n'apparaissent pas dans les coûts et ils peuvent vendre le produit effectivement moins cher que ce qui est proposé pour nos jeux à marque commerciale dans un magasin. Le coût de la publicité est extrêmement variable d'une marque à l'autre et impacte le prix de la bouteille. Cependant, hors publicité, voici en moyenne la répartition des charges que vous payez dans une bouteille. La matière première, PET, et l'emballage plastique correspondent à 30%. Les machines de fabrication, les analyses chimiques et la traçabilité, 30%. Le stockage et le transport, 20%. Les taxes, 10%. Et finalement, le prix de l'eau ne représente que 10%. Les bouteilles et leur empaquetage représentent 10 kg de déchets par an et par personne. Des chiffres qui refroidissent. Pour faire maigrir la poubelle, l'eau du robinet, elle, est disponible sans emballage. Enfin, l'économie pour le consommateur n'est pas négligeable. Avec ses 0,003 € par litre, l'eau du robinet est de 40 à 300 fois moins chère. Un prix imbattable. Mais, exception française, la gestion de l'eau publique passe chez nous à 70% par des sociétés privées. Jean-Luc Touly, délégué syndical de Force ouvrière à Veolia, connaît bien les méthodes des gestionnaires. Aujourd'hui responsable du secteur de l'eau pour la Fondation Daniel Mitterrand, Jean-Luc est devenu consultant auprès des communes qui n'ont pas toute la main sur la gestion de l'or bleu. Pour lui, les entreprises privées ne sont pas tout à fait transparentes. L'enjeu principal, souvent je le résume, c'est des petites gouttes d'eau à travers nous, les consommateurs, qui font des grands océans de profit. Ça, pour l'expliquer, c'est facile de le dire, après il faut le démontrer. Le principe, c'est que les gens en France, depuis le milieu du 19e siècle, payent leur eau, payent leur service d'eau potable au robinet par des factures qui sont absolument illisibles, incompréhensibles pour le commun des mortels. Une facture aujourd'hui, en moyenne, c'est autour de 500 € à l'année. Mais le chiffre d'affaires de ce qu'on appelle l'eau potable en France, c'est environ 12 milliards d'euros, dont environ près de la moitié que pour les entreprises privées, au nombre faramineux de 3. En premier, Veolia, ex-Général des Eaux Vivendi, la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui Suez, et la troisième, la SOR, qui a longtemps appartenu au groupe Bouygues. Donc derrière, des grosses entreprises qui sont là pour faire des bénéfices, pas forcément pour les réinvestir dans le même secteur, mais pour faire d'autres bénéfices dans d'autres secteurs. Et la force de ces multinationales était tellement importante que même dans les partis politiques de gauche et de droite, les amis étaient nombreux à ces entreprises. En 1989, une période trouble va bousculer la gestion des eaux de la ville de Grenoble. Alain Carignon, à cette époque maire de la ville, a bénéficié de nombreux avantages personnels, estimés à 2 900 000 €. En contrepartie, la ville de Grenoble a signé un contrat de gestion avec la Lyonnaise des Eaux. En 1995, il est condamné pour corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins. Pour cette affaire, il écopera de 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Entre-temps, la mairie a décidé de se passer de société privée et a confié la gestion de l'eau à une régie municipale. Michel Richard, président du comité des usagers, connaît bien ce dossier. Le prix de la facture pour 120 mètres cubes en 89 était de 99,79 € et en 1990, 31 décembre, le prix était de 154,43 €, c'est-à-dire 54% d'augmentation. Et ensuite, régulièrement, cette facture a augmenté. Elle a pris entre 90 et 91, 6%, 12% en 92, encore plus de 12% en 93, 15% en 94 et 7% en 95. Donc vous voyez, il y a une inflation énorme. Ici, vous avez une forte augmentation de l'eau sur cette période-là, alors qu'en le même temps, les investissements restaient très faibles, en dessous de la barre des 400 000 €.
À partir du moment où on est en régie, les investissements ont regressé de plus de 1,5 million. Le plus grand ennemi de l'eau publique, c'est le profiteur, celui qui veut faire de l'argent facilement. Aujourd'hui, à Grenoble, les profiteurs ont laissé place à des gens responsables. Jacques Cheng, directeur général de la Régie des eaux de Grenoble, travaille en transparence avec le comité des usagers. Vous allez bien? Bon. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Donc, vous me communiquez votre avis sur le prix de l'eau suite aux réunions de travail qu'on a eues? Tout à fait, celle de juillet et celle du 1er et 22 octobre. Ouais. Donc, suite à ces réunions, le comité approuve l'augmentation de 1 centime du mètre cube, soit 1,1%. Maintenant que la confiance s'est de nouveau installée, il est temps de revenir aux sources. À Grenoble, l'eau est un trésor particulièrement protégé. Pour offrir à ses 156 000 habitants la possibilité de boire une eau de source d'une pureté inégalée, la ville maîtrise depuis plus d'1 siècle la méthode de captation de la source et sa protection. Aujourd'hui, Jacques Cheng accueille la municipalité de Mulhouse qui vient observer la méthode. C'est sur le lieu de captage de Rochefort que les invités vont découvrir les installations ingénieuses de la ville. Avec une capacité maximale de 137 000 m3 d'eau par jour, ce centre est la ressource la plus abondante de la région Rhône-Alpes. La capacité du réseau, de la ceinture et des réservoirs, c'est la consommation de 2 jours quasiment. Et entre le moment où l'eau est captée et le moment où l'eau est consommée, il s'écoule pas plus de 48 heures. Pour comprendre la technologie de la captation des eaux de Grenoble, nos amis de Mulhouse rencontrent Emmanuel Lusignan, responsable du site de Rochefort. Ici, comme à Mulhouse, l'eau n'est pas traitée au chlore, une exception qui ne concerne que ces 2 seules villes en France. Du fait que l'eau n'est pas chlorée, on a intensifié le nombre d'analyses dans le contrôle sanitaire. On est à 305 analyses par an à peu près. Et 4 prélèvements au robinet des consommateurs par semaine, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Ces tests indispensables sont imposés par la loi. Mais en 2003, le gouvernement durcit le plan Vigipirate. La quantité de chlore est doublée dans les tuyaux pour détecter une éventuelle attaque terroriste dans l'eau. Grenoble a contrebalancé cette idée de dire on se sert d'un produit qu'on rajoute à de l'eau potable pour servir de témoin sur une non-contamination en fait, d'un réseau, en installant en fait, des chambres de mesure dans lesquelles donc, on a inséré dans les conduites des sondes qui permettent de suivre la physico-chimie principale des eaux. Les sondes analysent et protègent le réseau en temps réel, un investissement de 22 500 000 €. Un budget exceptionnel par rapport aux 5 à 6 millions d'euros investis habituellement par an. Vous avez là un puits à drain rayonnant qui capte cette eau et avec un seul de ces puits, on peut alimenter tout Grenoble. Avec 5 puits de ce type, le captage de Rochefort est mondialement réputé pour la pureté de son eau. Jacques Cheng propose à une nouvelle collègue de visiter l'un d'entre eux. On a un puits, vous voyez, qui fait une 30 mètres de profondeur. C'est en fait le drac qui est en surface et qui s'infiltre. Et il y a une partie d'eau qui reste en surface et puis c'est la partie souterraine que l'on puise à travers ces drains. C'est pour ça qu'elle est complètement pure. Aujourd'hui, cette eau, en plus, on la vend très peu cher. Donc, et je pense que les mutations, les évolutions que vont vivre aujourd'hui le secteur de l'eau sur l'agglomération et les diverses communes par des mutualisations vont conduire à un partage des ressources pour qu'il y ait une utilisation la plus rationnelle et qui va dans le sens de l'intérêt général au niveau de l'ensemble d'un bassin versant. Si Grenoble cherche à mutualiser les moyens de distribution de son eau, elle est aujourd'hui l'une des villes les moins chères de France, à 2,93 € le mètre cube. Les Français sont loin d'être égaux devant leur facture d'eau, alors que la moyenne nationale du prix de l'eau et de son assainissement est aux alentours de 4,15 € le mètre cube. Il est très variable d'une ville à l'autre.
principale raison de cet écart de prix, le fait que les leaders privés de la distribution de l'eau du robinet se sont longtemps partagé le marché en situation de monopole. Notre enquête nous a rapprochés de l'ancien maire de Viry-Châtillon. Il se rend aujourd'hui à Saint-Malo pour soutenir un collectif d'usagers qui veut le rencontrer pour son expertise de la politique de l'eau en France. Gabriel Amar est aujourd'hui président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. En juillet 2010, il a créé une régie publique et son expérience peut servir d'exemple. Ce soir, il doit intervenir pour apporter ses lumières à la facture des usagers. Nous partons de l'idée que accéder à l'eau est un droit, que l'eau est un bien commun, gratuit dans la nature. Les autres sont là pour vendre de l'eau. Donc il faut qu'ils produisent, il faut qu'ils transportent, et ils appliquent de manière aveugle souvent à des clients qui, quels que soient les usages qu'ils font de l'eau, eh bien, les facturent de la même manière. Et quand en plus ils peuvent les inciter à consommer beaucoup, ils leur proposent des tarifs dégressifs, histoire de les inciter à laisser les robinets ouverts. Eh bien, bien sûr, il s'agit de réaliser un chiffre d'affaires, atteindre des objectifs qui ne sont pas fixés par un conseil d'exploitation, un conseil d'administration de régie autour de la gestion publique de l'eau pour définir des conditions d'accès à l'eau, mais qui sont déterminés par la politique décidée par le conseil d'administration de la holding qui demande à ses filiales d'appliquer une politique commerciale parce qu'il faut atteindre les chiffres qui sont attendus par les actionnaires. Moi, j'ai fait des démarches par rapport au syndicat de Beaufort. Il m'a certifié et écrit que le mètre cube de l'eau est de 3,17, toutes charges comprises. Alors, j'ai une facture de 17 mètres cubes, j'ai payé 226 €. Alors, vous faites le calcul, combien coûte le mètre cube? Je me suis aperçue en tant qu'élue, quand j'ai commencé à travailler sur le dossier, c'est que c'était incompréhensible. On parlait du prix au mètre cube, mais le prix au mètre cube, ça voulait pas dire grand-chose finalement. J'ai fait donc le calcul à la Richardet pour 120 mètres cubes, qui est la référence pour pratiquement toutes les villes. On paie le mètre cube d'eau 2,02 €. Et je me suis intéressée à une personne qui consomme 30 mètres cubes. Et je me suis aperçue à ce moment-là que le prix du mètre cube d'eau passait à 3,83 €. À quoi est due cette grosse différence? Ben, c'est dû à la part fixe. Alors, la part fixe à la Richardet est de 68 €. Voilà pourquoi, madame, vous, pour 17 mètres cubes, c'est une petite consommation, eh bien, vous payez un prix au mètre cube qui est très fort. Nous, quand c'est 3 € du mètre cube, c'est vraiment, madame, elle consomme 17 mètres cubes, c'est 3,01 € multiplié par 17, jusqu'à 120. Après 120, au 121e mètre cube, il y a 25, maintenant c'est peut-être 28 centimes de plus par mètre cube, puis on arrive à 200 mètres cubes. Pour que cette progressivité, elle soit vraiment une incitation à moins consommer, il faut supprimer la part fixe. La part fixe est une manière pour les opérateurs privés de gagner facilement de l'argent. Mais dans ce domaine, ils ne sont pas à court d'imagination. En voici un autre exemple. À Veolia, par exemple, il y a environ 8000 contrats. Il s'avère que pratiquement sur chacun des contrats, cette entreprise, mais c'est vrai pour Suez aussi, et la Sor, il compte un peu moins ou beaucoup plus qu'un salarié par contrat. Dans une commune peut-être de 1000-2000 habitants, on va avoir 0,5 équivalent temps plein, vous voyez. Et puis dans une grosse commune, comme Fleury-les-Aubrais, qui n'est pas une grosse commune non plus, hein, Fleury-les-Aubrais, quelques milliers d'habitants, 5 équivalents temps plein. Admettons qu'ils en comptent un, il y a 8000 contrats, il y a 8000 salariés qui travaillent pour ces différentes communes. En réalité, il n'y a que 300 salariés qui travaillent. Donc il y a un peu de surfacturation. Justement, à Fleury-les-Aubrais, l'action d'un collectif d'abonnés reproche à l'opérateur privé de ne pas respecter les règles. Face à ces pratiques, le collectif veut changer et souhaite confier la gestion de son eau à une régie communale. Pour affûter ses arguments, il fait appel à Jean-Luc Touly qui vient en tant que consultant les aider à convaincre le maire de la ville. Ce soir, une réunion publique est organisée. Alors, le collectif sera-t-il entendu?
Si victoire il y a, c'est au moins celle d'avoir pu convaincre qu'il fallait chercher d'autres voies pour la distribution d'eau à Fleury-les-Aubrais. Une semaine plus tard, le conseil municipal de Fleury-les-Aubrais va entériner la proposition du maire. Verdict, une gestion mitigée, moitié publique, moitié privée. Alors, qui est pour cette délibération? Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Merci, est donc ainsi adopté. Le conseil a choisi un retour en régie publique pour la gestion administrative, mais bizarrement, ce sont les opérateurs privés qui exécuteront les travaux d'entretien du réseau. Le collectif réagit mal à cette décision. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on propose à nouveau que ce soit des groupes privés dans la délibération, parce que ça sera sous-traité. Donc ça n'est pas bon pour le collectif citoyen, tous ceux qui ont signé la pétition. Ça, Jean de Bray a pu le faire, nous pourrons Tout à fait. le faire. Puis d'autres villes, il y a tout un tas, il y a Saran, en France, il y a plein de villes qui le font. En France, de nombreuses villes ont fait le choix de déléguer en régie publique la gestion de leur eau potable. En 2010, Paris se rebelle contre la position dominante des opérateurs privés qui gèrent jusqu'alors l'eau de la capitale. Leur contrat n'est pas reconduit. Anne Lestrat, présidente d'Eau de Paris, a piloté cette révolution. Avant, nous avions sur Paris 3 opérateurs en délégation. Il n'y avait aucun contrôle sérieux sur le service, à la fois technique, économique et de qualité de la prestation. On avait une opacité financière très très grande. Nous avons donc voulu rompre avec ce service qui n'était pas le plus efficace. C'est vrai qu'avec la régie depuis le 1er janvier 2010, on est dans un système totalement différent qui est vraiment à la fois plus évalué, avec des objectifs de performance donnés à la régie, beaucoup plus ouverts sur le monde extérieur. Haute-Paris se singularise aussi depuis des années dans sa volonté de travailler avec les acteurs de terrain, et notamment avec le milieu agricole, pour vraiment lier les questions eau, préservation de la ressource et les enjeux agricoles. On a des partenariats avec une partie du monde agricole, avec une contribution financière d'Haute-Paris pour accompagner les agriculteurs dans un changement de pratiques culturales. 3 millions d'usagers sont raccordés par 470 km d'aqueducs qui acheminent l'eau par gravité. Chaque jour, 550 000 m3 d'eau potable sont distribués, ce qui correspond au volume d'une tour Montparnasse et demie. C'est ici, aux sources de la Voulzie tout près de Provins, qu'une trentaine d'agriculteurs ont accepté la charte de la mairie. Aujourd'hui, Sandra Cambournac, animatrice du projet, va à leur rencontre pour faire un bilan sur leur expérience. C'est compliqué parce que les agriculteurs ont déjà des pratiques qui peuvent être même de père en fils, en fait, qui sont transmises de père en fils. Ça demande quand même du courage de changer ces pratiques. C'est en 2008 qu'Arnaud François se lance dans l'agriculture en reprenant la ferme de ses parents. Sandra l'a rapidement convaincu de protéger la ressource d'eau pour les futures générations. Ce n'est pas sans inquiétude que depuis 3 ans, Arnaud s'applique à ce nouveau style d'agriculture en diminuant les doses de fongicides appelés fongi par les agriculteurs. Si on met des fongis, c'est qu'il y a une raison. Globalement, avant toute intervention, on va regarder si la maladie est présente. Et quand la maladie est présente, on regarde quelles mesures on peut mettre en place pour la combattre. Le plus simple et le plus facile, c'est j'ai un bouton, j'ouvre ma boîte à pharmacie, je prends une crème, j'ai plus de boutons. Puis à un moment donné, quand le bouton est grossi, et ben là on sort le pulvérisateur et on va traiter pour éviter que notre rendement soit impacté par cette maladie. Donc tout est dans la juste mesure et dans l'interprétation, quoi. Donc soit je ne prends pas de risque, dès que je vois des petits boutons, je traite, là, 0 risque. Maintenant, dans cette mesure agro-environnementale, je prends encore plus de risques, c'est-à-dire que je dis, oui, il y a une maladie, elle est présente, mais quelque part, Haute-Paris me donne le moyen de prendre le risque de ne pas traiter. Et je vais bien voir au final
si ça va impacter ou pas mon rendement. Moi, avec l'expérience, il y a des fois on gagne, il y a des fois on perd, quoi. Et quand on perd du rendement, on perd de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a une subvention qui est là pour nous aider à prendre ces risques quelque part. Donc pour l'instant, ça se passe bien, mais on n'aimerait pas que ça se passe, par exemple... C'est un dictat, quoi. L'image que tout le monde a en tête, hein, c'est Evian ou Vittel, je ne sais plus très bien, où eux, pour protéger leurs ressources, ils ont fait une réserve d'Indiens. C'est-à-dire qu'ils ont racheté tout le territoire et après ils sont maîtres d'œuvre sur leur territoire et ils disent aux agriculteurs, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de te déguiser en Indien et de faire le gentil avec ta petite vache, mais j'en ai rien à faire que ce soit pas rentable. Moi, je t'achète et je te donne de l'argent pour ça. Nous, on n'aimerait pas ça ici. Nous, on a envie d'être responsables. On écoute les spécialistes qui nous disent est-ce qu'on pollue, est-ce qu'on pollue pas, et on en tient compte, on n'est pas fous. Hein, on est les premiers à vivre dans cette nature. Si je m'amuse à polluer la ressource en eau, mon gamin, il va pas vivre très vieux. Finalement, si l'eau se dégrade depuis 50 ans, on peut être sensible et rassuré par l'attention que les professionnels lui portent aujourd'hui pour la protéger. La défense de l'or bleu est tout simplement l'enjeu de l'avenir. De plus en plus de jeunes prennent conscience de l'importance de préserver l'environnement et s'emparent de ce combat pour protéger ce bien si précieux, indispensable à la vie. C'est au centre universitaire de Jussieu que de futurs hydrogéologues apprennent à goûter l'eau sur les conseils avisés de leur professeur, Guylain de Marcilly. Alors, on va commencer par une eau qui est considérée comme l'eau neutre. Alors, les restes, c'est pas... venez voir. On va goûter l'eau d'Évian ensemble, essayer de voir ce qu'on peut dire sur cette eau-là. Vous aimez? C'est un peu huileuse. Quand ça vous coule dans le dosier, maintenant on va prendre une autre eau qui s'appelle Volvic, qui est une eau qui vient des volcans d'Auvergne. Elle est un peu âcre, hein? Elle est un peu âcre. Donc ça, c'est un goût d'eau cristalline. Vittel et Contact, c'est des eaux de calcaire qui sont très chargées en sulfate. Je trouve que la Vittel, c'est un peu de la Contrex coupée. Wattweiler. Mmh. Vous êtes de par là-bas? Ah non. Je regarde la télé. Un peu fade, ouais. Il y a quelque chose comme ça par rapport à la Volvic ou qui a un goût plus prononcé. Qu'est-ce qu'il nous reste à goûter là? Ça, c'est une source quelconque. Chantraine, c'est une source pas loin, et donc c'est local. Je trouve l'eau cristalline. Servez-vous à partir de l'eau du robinet, là? Moi, j'ai bien aimé la blanche, la Montroucous. Après, il y a un choix qui est fait aussi d'eau, c'est par rapport au prix de l'eau, forcément. Si vous êtes né dans un pays calcaire, vous aimez l'eau d'Évian. Si vous êtes né dans un pays cristallin, vous aimez l'eau de Volvic. On ne peut pas changer. Hein. C'est fini. Vous n'aimerez jamais que l'eau de l'endroit où vous êtes né. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le square de la Madone? Allez, le square de la Madone. Le square de la Madone, en plein cœur de Paris, dans le 18e arrondissement, restitue gratuitement aux Parisiens une eau pure et limpide, puisée à 800 mètres de fond. Les eaux sont multiples, variées. Alors, plutôt que d'en choisir une, pourquoi ne pas profiter de leur richesse et de leur diversité? Ici comme ailleurs, qu'il s'agisse d'eau minérale ou d'eau du robinet, le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice de la vie pour tous les hommes de notre planète.